News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. 14 février, nous sommes dans l'émission Topic News, toujours en partenariat avec Courrier de Madagascar. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Déjà la moitié du mois de février et l'on sent que nous ne sommes pas encore bien fixés sur quoi que ce soit, mais en sourdine on entend changement, mais changement en quoi? Est-ce un changement qui pourrait apporter à la population un rayon de soleil ou c'est un changement entre politiciens pour mater davantage leur position? Ça fait 3 ans qu'on prône le changement et puis on voit rien d'arriver. Et puis quand on parle de changement, d'abord, il faut avoir un changement d'attitude et de mentalité par de nos politiciens. Jusqu'à présent, il y a les promesses qu'on a faites pour cette révolution orange, c'est d'éradiquer tous les problèmes qui inhérents à ce pays, c'est-à-dire la corruption, tout ce qui est la concussion, l'insécurité, et notamment donc éradiquer la pauvreté. Nous sommes 3 ans après, même si on est dans une transition, pendant je dirais, la prise de pouvoir du 17 mars 2009, on avait promis qu'on aurait une nouvelle république, je veux dire des élections dans les 24 mois, et que la transition est donc déjà périmée en ce moment. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous sommes toujours dans la transition, et ce sont les débats donc d'il y a 3 ans qui reviennent tout le temps, c'est-à-dire que le retour de Marc Ravalma, mais aussi donc la résolution d'une sortie de crise qui devient de plus en plus aléatoire et aventureuse, et où la communauté internationale semble aussi patauger parce que il n'y a aucune volonté de la part des politiques nationaux, de nos acteurs, à vouloir s'entendre sur un programme précis pour pouvoir donc aller vers des élections libres, crédibles et transparentes. Il y a déjà plusieurs semaines, Franck Ramarson, vous avez proposé comme solution à travers vos analyses comme quoi ni l'un ni l'autre, ici on parle de Andrazuela comme de Marc Ravalman pour les prochaines élections, puis voilà, même les politiciens maintenant s'en rendent compte qu'en fin de compte, on ne va pas sortir de l'auberge si on reste encore, on tabule sur ces deux personnalités. Mais effectivement, donc, des voix s'élèvent partout, clament que cela suffit maintenant, comme je dirais bien en termes malgaches, Oksay, mais ça ne veut pas dire Oksay, c'est terminé. Il faut donc aller vers, je dirais, des actions beaucoup plus concrètes. Et encore, je dirais encore plus, il faudrait il y a un moment où il faut arrêter la politique, les intérêts de chaque camp, de chaque parti, pour faire place à la défense de l'essentiel, comme on dit. C'est une citation de François Bayrou, je crois, et qui dit que quel est l'essentiel pour la population, c'est le mieux-être, c'est-à-dire, et puis s'occuper aussi de l'avenir demain de la génération future, de nos enfants, et que c'est là qu'on se perd en conjecture avec tous ces débats qui tournent autour de 2 personnalités depuis 3 ans, et qui, en fin de compte, maintenant, comme l'a dit même les hommes politiques proches du pouvoir, il faut contourner les problèmes et sortir les 2 personnalités, régler leurs affaires entre eux et laisser les élections passer à la lettre, et que le Premier ministre, avec un gouvernement d'union nationale, peut-être il faudrait le remanier, puisse réellement travailler les affaires courantes et organiser avec la CENI les élections plus tard, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais remanier le gouvernement, est-ce que ça ne dérange pas un petit peu la présidence de la transition? Il faudrait donc peut-être remettre un équilibre au sein du gouvernement et surtout donner un nouveau souffle. Donner un nouveau souffle, parce que de toute manière c'est la cacophonie totale qui règne au lieu. Donc il faudrait qu'il y ait un électrochoc pour dénouer la situation. Quel genre? Donner, comme disait la communauté internationale et dont la France, donc qui opte maintenant pour donner, pour ne pas dire le plein pouvoir, mais les pouvoirs nécessaires au police pour pouvoir, je dirais, fonctionner, pour qu'ils puissent diriger normalement. Quels sont ces pouvoirs? Ces pouvoirs, c'est très simple. Il n'y a pas 36 pouvoirs. Donc, quand vous avez vu que du temps de 91 de la Convention du 31 octobre, comme le Premier ministre, le défunt Guy Rajanamash, était à la tête du gouvernement, il y avait un président de la République qui avait été là aussi dans la Convention, qui était quand même un président élu, qui était resté, et qui n'a pas dérangé le Premier ministre donc dans le fonctionnement des affaires courantes, puisque lui l'avait déjà aussi, ce Premier ministre avait déjà des tâches bien définies, c'est-à-dire que l'occasion d'une conférence nationale, la nouvelle constitution, et aller vers les élections. Donc il a terminé son mandat en 18 mois.
Donc c'était plus difficile. Dites-moi, Franck Ramerson, est-ce qu'on ne penserait pas que ces deux personnalités se mordent un peu les doigts d'avoir signé la feuille de route, puisque maintenant, ils n'arrivent même pas à voir ce qu'ils veulent? Les deux personnalités, vous parlez d'Andrazuel et Marc Abraham. Exact, oui. Est-ce qu'ils ont bien lu d'abord la feuille de route? Est-ce qu'intellectuellement, ils ont compris? Donc c'est là peut-être qu'il faut voir les choses. C'est là qu'il y a le bas qui blesse. Parce que si vous voyez maintenant pourquoi il y a une certaine réticence entre les deux chefs de l'exécutif, c'est par une différence de niveau de compréhension. Il y a un autre donc qui est sorti des rangs en étant un homme d'affaires qui est passé comme un combattant de la révolution orange. L'autre qui est quand même sorti aussi donc d'universitaire, cursus universitaire, diplomate, qui n'a pas la même notion de l'État. Donc, qui a quand même déjà été ambassadeur, donc ce n'est pas la même chose. On n'a pas la même perception donc des choses, et que peut-être que le Premier ministre qui peut-être nous parle dans un langage à second degré, donc qui n'est pas bien, je dirais, compris donc par le président de la transition, c'est peut-être ça qui fait qu'il y a une distorsion en haut lieu par rapport donc à la situation actuelle. Parce que, comme vous dites, la communauté internationale a une certaine, je dirais, préférence dans la gouvernance du Premier ministre. Donc, c'est ce que j'allais dire, oui. Parce que lui, il a pris quand même, c'est-à-dire par le fond, les problèmes, c'est-à-dire mettre un atelier de bonne gouvernance, puisque s'il n'y a pas de bonne gouvernance, on ne peut pas faire de bonnes élections. Prendre aussi donc un certain nombre de décisions concernant, donc vous avez dit au dernier Conseil des ministres, au Conseil du gouvernement, sur les problèmes miniers, parce qu'en ça on ne parle pas, nous, c'est-à-dire que ce qu'on reproche à ce Premier ministre, c'est toujours de dire qu'il défend la famille Ravalman. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça, mais ce qu'il reproche à ses ministres, donc à ces personnes qui ne sont pas, je dirais, contrôlables, comme l'agent de la DST, qui font des perquisitions, alors que quand on fait une perquisition, c'est sous l'égide du procureur, que le procureur a un supérieur hiérarchique que le ministre de la Justice, dans le gouvernement, qui est quand même sous l'égide du Premier ministre. Donc dire que, comme on dit, le commissaire chargé de la DST, qu'il ne reçoit pas d'ordre du Premier ministre, c'est quand même aberrant. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner le pouvoir au Premier ministre de nommer et de révoquer les emplois de l'État, même s'il dépend de la présidence de la République. Donc là, peut-être, ça va aplanir la situation. De toute façon, Franck Ramerson, les paroles prises à la volée comme cela, on en a plusieurs depuis ces 3 ans de part et d'autre. Mais ce que je voudrais... Non, c'est-à-dire qu'on a eu 2 premiers ministres qui étaient donc des premiers ministres des vassaux de la présidence. Donc là, on a quelqu'un qui est Premier ministre qui dit que son chef c'est la feuille de route, c'est ça qui est quand même désarçonnant. Une feuille de route quand même qui est assez critiquée aussi dans sa... Il ne fallait pas la signer s'il fallait la critiquer. Maintenant, vous avez bien vu ce qu'a dit le rappel à l'ordre de M. Fransman, qu'on a l'obligation de promulguer la loi d'amnistie avant le 29 février. Nous sommes aujourd'hui le 14, oui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Donc il y aura la session à partir d'aujourd'hui. La loi d'amnistie n'est pas encore au menu. Mais on force la dose sur le CENI? Non, ça c'est normal qu'on force la dose sur la CENI, puisqu'il n'y a que le CST qui ne l'a pas encore voté. Le plus bizarrement possible, c'est que le président de la Congrès de la Transition ne met pas à l'ordre du jour, bien que ce soit un décret pris en Conseil des ministres pour convoquer le Parlement, qu'ils disent bien haut et fort qu'on va faire voter la loi d'amnistie. Mais écoutez, à force de dire on y entre et on y sort... Oui, mais je voudrais insister sur un autre point, Franck Ramerson. Le ministre des Affaires étrangères, lui aussi, il sait ce qu'il fait. Une très bonne relation qui sera fermée avec la communauté internationale. Et la communauté internationale qui dit aussi que on va aider le Premier ministre à appliquer cette feuille de route. Le reste, c'est quoi alors? Non, mais vous savez très bien que nous avons 2 ambassadeurs chevronnés à la tête de la gouvernement. Alors on sait à qui on parle. Mais bien sûr, bien entendu. Donc il n'y a pas besoin de de rédiger à chaque fois une petite note pour eux. Donc ils se parlent au second degré, la communauté internationale avec le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Donc le courant passe très très bien. Ce n'est pas la même chose avec les autres. Ramerson, de cette session quand même, est-ce qu'il y aura vraiment un réveil de nos parlementaires pour voir comme les partis politiques ce qui se passe, quoi? Le problème presque avec le parlementaire, donc, c'est que les parlementaires ont oublié que leurs mandants qui les ont mis là ont signé la feuille de route. Que dans cette feuille de route, il y a un point qui stipule que s'il y a litige ou conflit
je dirais donc une démarche d'interprétation de la feuille de route. C'est le bureau de liaison et la SADC qui est maître du jeu, non plus la haute cour constitutionnelle. La troïka de la SADC a décidé que l'on doit voter une loi d'amnistie générale le 29 février. Je ne vois pas pourquoi on va encore disserter sur des lois d'amnistie, je dirais, sélectives, sur des choses, sur le 7 février, sur ce qui se passe le 10 août. Mais non, mais là, comme Prisca, est-ce que nos parlementaires sont sérieux ou pas? Est-ce que aussi ils ont bien lu la feuille de route? Est-ce qu'ils ont bien compris que veut dire les articles qui sont stipulés? Parce qu'à l'allure où l'on va, eh ben, je crois qu'il y a, les gens finissent par se lasser. Et c'est pour ça que je vous dis, le débat reste toujours entre Marc Wallmann et André Azoulay, les partisans des deux, pour donc se départager, pour savoir qui aura le dessus. Et comme je vous l'ai dit, les partis politiques, la majorité silencieuse, qu'il y a certains hommes de partis politiques, je veux dire, la troisième voie peut-être, veulent qu'écoutez, messieurs, mettez-vous de côté et laissez les gens travailler pour que la population puisse vivre convenablement demain. Et nous avons d'autres chats fouettés comme Giovanna qui y arrive. Oui, Giovanna donc est là. Donc déjà, il faudrait savoir, est-ce que le BNRGRC, le Bureau national de gestion des catastrophes, a bien donc fait son travail, puisque on sait que Madagascar, sur le plan environnemental, est le troisième pays où le fléau sera le plus important cette année. À très bientôt, Franck. Très bientôt, Prisca.